Oui, bonjour tout le monde. Alors, nous voici enfin arrivés au dernier thème qui fait l'objet de l'évaluation finale du cours. Donc, voyons voir ce à quoi on a affaire. Donc, c'était notre thème 6 sur l'évolution. J'ai apporté des petits changements à ces cases-là qu'on va chercher à cocher ensemble. En fait, on ne va pas voir vraiment le chapitre 24. Je vais peut-être plus le mettre comme ça, tiens. On va peut-être pas voir le chapitre 24, c'est comme ça, ni le chapitre 25. Toutefois, on va rajouter 23, 20, plutôt ici, 23.2. Donc, ici, ce qu'on va avoir, c'est on va se concentrer sur le chapitre 22 qui présente la genèse, l'histoire du développement, la théorie de l'évolution. Puis après ça, on va aller faire le chapitre 23 qui porte davantage sur les moyens scientifiques pour mesurer l'évolution. Donc, ce qu'on va voir dans le chapitre 22, c'est vraiment les bases théoriques qui soutiennent l'évolution, certaines nuances, certains aspects qui sont à la base des mécanismes qui permettent l'évolution des populations. Puis en 23, on va s'intéresser à mesurer l'évolution dans la nature, particulièrement en faisant des études sur certaines populations. Donc, ce que je dirais, c'est que ce chapitre-là, le 23, ressemble un peu, on va voir, à des exercices de génétique, si on veut, un peu comme ce qu'on avait dans le thème précédent. Vous allez voir, on a des calculs, on va devoir sortir un peu notre calculatrice. Donc, c'est vraiment les mesures comme si on arrivait sur le terrain puis on voulait détecter, mesurer l'évolution sur le terrain. Alors que le chapitre 22, lui, présente vraiment les prémices, les bases, le concept général de l'évolution. Donc, je dirais que c'est peut-être que ce chapitre-là demande une certaine abstraction. Vous allez voir, c'est des idées générales, mais c'est très logique en même temps. Puis ici, ben, ça va être la mise en application de ces idées-là dans des procédures scientifiques qui viennent valider finalement la théorie. Parce que si on émet une théorie, on émet des idées ici, là, comme je fais un bulbe de lumière, on a une idée, mais après ça, on va aller voir sur le terrain si on est capable de mesurer là, avec notre carnet de notes, est-ce que c'est ce qu'on retrouve comme idée. Si oui, ben ça vient valider, supporter l'idée. Sinon, ben, il faut possiblement modifier un petit peu l'idée pour ajuster le modèle. Donc, souvent, quand on parle d'évolution, on a une conception dans la profane, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas des scientifiques, on entend beaucoup parler de la théorie de l'évolution, puis il y a plein d'idées confuses là, sur le sujet. Mais on va vraiment présenter dans le cours ici, c'est quoi les grandes balises scientifiques qui font que c'est une théorie qui est très solide, puis qui ne peut pas vraiment être euh, qui peut pas être jeté à la poubelle là, entièrement comme certaines personnes se plairaient parfois. Là, parce que ça, vous allez voir, des fois ça peut venir menacer un petit peu là, notre ego sur qu'est-ce qu'on est exactement comme créature, là, les humains. Donc, on plonge là-dedans. Donc, ce que je vais faire, cette vidéo-ci, on va faire le chapitre 22 au complet. Puis, dans un prochain vidéo, on va s'attaquer au chapitre 23. Puis, vous allez voir, on va prendre le temps de faire des exercices ensemble dans ces vidéos-là. Puis, il y a un quiz aussi qui est disponible pour le thème 6, donc qui vous présente plusieurs questions. Là, je sais qu'on est peu de temps avant l'examen. On est mercredi. Aujourd'hui, ça va être publié mercredi. Puis les examens vont être, selon les gens, là, lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Mais la bouchée que je vous présente aujourd'hui, elle est comestible. Puis vous pouvez la digérer si vous vous y mettez un peu de temps. C'est comme si on s'était rencontrés pour un cours là, la semaine précédant l'examen, puis on voit un petit peu de matière pour l'examen. Mais bien entendu, dans la conception de l'examen, je suis conscient puis je prends en considération le fait qu'on aura vu cette matière-là peu de temps avant l'examen. Donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait une moins grande quantité de questions liées au dernier thème. Mais quand même, c'est important, il va y en avoir. Puis voilà, donc on plonge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire
les concepts clés. Donc, 22.1, la théorie de Darwin, on parle de Charles Darwin ici, qui est le scientifique qui a élaboré la théorie de l'évolution. On dit qu'il a découvert en fait l'évolution et qu'il a élaboré une théorie qui explique l'évolution principalement par un mécanisme qu'est la sélection naturelle. Il a donc révolutionné l'idée d'une terre jeune et peuplée d'espèces immuables. Immuables, on veut dire des espèces qui ne changent pas. Donc Darwin s'est inspiré de l'idée que la Terre était très ancienne pour identifier le fait que les espèces également avaient un lointain passé. On va aller voir ça. On va aller lire les autres. En 22.2, la descendance avec modification par sélection naturelle explique les adaptations des organismes ainsi que l'unité et la diversité de la vie. Il y a beaucoup de choses là, dans cet énoncé-là. Donc, on a le concept de descendance avec modification qui prend sa source dans l'hérédité, en fait. Des parents vont produire une descendance des enfants par des mécanismes qu'on a bien étudiés ensemble. Puis, éventuellement, si on s'intéresse à une lignée là, de descendants, d'ancêtres, de parents et de leurs rejetons, sur plusieurs générations, ben, on va avoir toute une lignée de descendants et d'ancêtres, si on retourne plus haut. Donc, on pourrait avoir l'ancêtre 1, 2, 3, 4, puis là, ils ont eu des enfants. Le temps filerait comme ça. Donc, ici, on a un ancêtre. Puis là, on a un petit-fils, par exemple. Ben, ils sont connectés, ces deux individus-là. Là. Ils sont connectés par la transmission de génomes dans les lignées familiales. Donc, la descendance avec modification, ce que ça suggère, c'est qu'il va y avoir une modification de génération en génération. Et que cette modification-là pourra faire apparaître des adaptations, ça veut dire des modifications qui sont qui sont positives pour les organismes qui les portent, qui sont en harmonie avec l'environnement dans lequel ils sont. Puis le mécanisme qui explique ça, c'est la sélection naturelle. Ça va être la force. On va voir que la sélection naturelle, c'est vraiment un moteur, une mécanique là, qui opère en tout temps dans la nature et qui explique que d'un ancêtre à un petit descendant, ben, certaines modifications peuvent apparaître au fil des générations et que ces modifications-là sont adaptatives. C'est-à-dire qu'elles améliorent d'une certaine façon la capacité de l'organisme à vivre et à se reproduire dans son milieu naturel. On va démêler tout ça, là, mais on fait un premier tour de table, d'accord? Donc, ce que ça va expliquer, ça, c'est un autre grand concept qui est ici, c'est l'unité de la vie et la diversité de la vie. Donc, c'est des thèmes qu'on avait plantés au début de la session, là, mais l'idée, c'est qu'il y a une unité, il y a un fil conducteur entre ces organismes-là. Si on regarde cet organisme-là ici, il ressemble, pour certains aspects phénotypiques, à son arrière-arrière-grand-père, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des allèles de son arrière-arrière-grand-père qui lui ont été transmis, puis qui expliquent pourquoi les deux ont un gros nez, par exemple. Peut-être que le gros nez est un caractère récessif qui a été caché dans les parents intermédiaires, mais que le gros nez a ressorti ici et a fait un saut de 3 générations. Donc, il y a une unité, il y a une connexion génétique entre les organismes d'une lignée. Mais ça explique aussi une diversité de la vie. Parce que si on place une lignée d'organismes dans un environnement donné et que là, on se retrouve à avoir un phénotype particulier au bout, mais ce qu'on va voir, c'est que si on avait placé, je vais le faire en bleu pour montrer qu'on a une même lignée, disons, on est parti du même grand-père, là, mais si on avait placé tous ses descendants dans un environnement complètement différent,
on va voir que possiblement que on se retrouve pas avec le même résultat au bout. On y reviendra un peu plus tard parce que l'analogie ici est un peu faible. Ce qu'on va voir, c'est qu'on doit considérer la population d'organismes pour vraiment aborder le mécanisme de sélection naturelle et non pas simplement une lignée là, parentale unique. Donc, à suivre, mais ici, on a des gros thèmes, des gros concepts sur lesquels on va revenir. Concept 22.3, une somme considérable de données scientifiques atteste l'évolution. On va en voir plusieurs, mais ce qu'on va voir, c'est que il y a plusieurs évidences scientifiques qui convergent vers les mécanismes d'évolution. C'est des traces, dans le fond, de l'évolution qui sont beaucoup plus faciles à expliquer les unes avec les autres si on vient nicher leur existence dans le cadre de la théorie de l'évolution. Donc, pour les détracteurs de la théorie de l'évolution, ça devient beaucoup plus difficile d'expliquer les mécanismes qui expliquent ces phénomènes-là sans avoir recours à l'évolution. Donc, c'est une des grandes forces de cette théorie-là, c'est qu'il y a énormément de données qui collaborent, qui concourent à démontrer que l'évolution est un phénomène réel. C'est terminé pour le chapitre 22. Donc, ce qu'on va faire, on a ces trois concepts-là. On va revenir au premier, puis on va le traverser ensemble dès maintenant. Donc, la théorie de Darwin a révolutionné l'idée d'une Terre jeune et peuplée d'espèces immuables. Donc, c'est Charles Darwin qui a vécu au 19e siècle et publié sa fameuse théorie en 1859. Qui, en passant, ressemblait à ça. Et qui, tout jeune homme, est allé en début de sa vingtaine et parti d'Angleterre sur un navire qui était chargé de faire un relevé topographique des côtes de l'Amérique du Sud et de certaines régions de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, pour revenir quelques années plus tard en Angleterre. Donc lui, c'est un naturaliste qui était chargé de faire un relevé des côtes, mais qui s'intéressait aussi beaucoup aux espèces vivantes qu'il a rencontrées dans ces différents pays. Il a donc révolutionné les idées dominantes de son temps en soutenant que l'unité et la diversité des espèces pouvaient s'expliquer par une ascendance commune et par la sélection naturelle. Donc, tout à l'heure, on a parlé de descendance avec modification, en disant, si on va aller voir en fait une figure comme celle-là ici. Donc, Darwin a observé, par exemple, l'image est très connue, les pinsons sur les îles Galapagos. Et sur ces îles-là, qui est un archipel d'îles, dans l'océan Pacifique, il a observé différentes espèces, comme par exemple une espèce ici qu'il observait en train de manger des cactus. Une espèce ici qui, en observant, se nourrissait d'insectes. Et une espèce ici qui se nourrissait de graines. Donc on a le granivore, l'insectivore, puis le mangeur de cactus. Donc il observe des ressemblances entre des espèces de pinsons, théoriquement quand même assez similaires, sauf pour certaines de leurs caractéristiques, notamment la grosseur du bec. On voit ici là, que l'insectivore il est équipé pour aller fouiller là, dans le sol. Par exemple, si on a une fourmilière, ben, on va avoir des fourmis ici cachées dans leur fourmilière. Puis le gros bec du pinson pointu ici est capable d'aller chercher la fourmi dans le fond de la fourmilière. Alors que le gros bec ici serait un moins bon outil pour aller fouiller dans la fourmilière. Mais par contre, pour casser une graine qui a une écorce dure, ben le bec est adapté, le phénotype s'associe facilement à une fonction. Donc on retrouve ici notre concept de structure-fonction. Puis le mangeur de cactus, ben, c'est une espèce d'intermédiaire où est-ce que il doit déchirer là, les fleurs les cactus, donc ça lui prend quand même un bec assez fort. Donc il y a une certaine unité, il y a une ressemblance, mais il y a une diversité aussi dans ces espèces-là. Donc lui, une de ses idées,
une de ses prémices, en fait, c'était l'idée que la Terre était possiblement très ancienne. On retrouve, par exemple, en fouillant dans le sol, différents fossiles d'organismes qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui auraient existé là, à une époque et disparu par la suite. Donc, certains de ces fossiles-là peuvent avoir une ressemblance avec des organismes actuels. D'ailleurs, les fossiles qu'on retrouve dans des strates plus superficielles, donc plus récentes en fait dans l'histoire, ressemblent davantage à des organismes qu'on retrouve actuellement. Alors que si on creuse, dans le fond ici, là, c'est toutes les couches qui ont été enfouies. Donc les organismes plus creux sont les organismes plus anciens. Ben, plus on creuse, plus on trouve des créatures étranges qui ressemblent pas tellement à des organismes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, une des façons d'expliquer ça, c'est que le temps ayant passé ici dans cette direction-là, ben, on retrouve des organismes anciens qui auraient pu se modifier au cours du temps pour nous donner des organismes actuels. Puis si on retourne voir les ancêtres de ces organismes-là, ben, de proche en proche, plus on fonce dans le temps, plus on recule dans le temps, plus on trouve des organismes primitifs, des ancêtres qui ont desquels auraient pu découler les organismes récents. Donc, pour simple rappel, là, dans le fond, une des strates géologiques comme ça ici, ben, ça se fabrique comment? C'est quand des sédiments qui coulent, par exemple, ici de rivières ou de fleuves, arrivent dans la nappe aquatique, que ce soit une mer ou un lac, et enfouissent éventuellement là, des organismes qui se trouvent prisonniers là, selon l'époque à laquelle ils ont vécu. Donc, l'idée qu'il y ait une unité puis une diversité, si on va voir, on revient à nos pinsons qui étaient ici. Et on va aller voir ça ici. Donc, voyez-vous, son idée qu'il a eue, c'est que ici, c'est une photo qu'on prend aujourd'hui de plusieurs espèces. Donc, par exemple, une espèce mangeur de cactus, une espèce insectivore, par exemple, ici, puis une espèce granivore, par exemple, ici. Donc, si on prend deux espèces qui se ressemblent beaucoup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elles se ressemblent beaucoup? Ben, c'est parce qu'elles partagent un ancêtre, selon cette idée-là que dans le passé, des ancêtres ont pu donner des progénitures, des descendances qui se seraient séparées. On va aller voir comment on peut séparer des espèces comme ça, mais il se serait passé des événements ici qui auraient fait en sorte, par exemple, que les individus de cette lignée-là ici ne se reproduisent plus avec les individus il y a comme un bris dans la reproduction entre ces deux lignées-là. On peut s'imaginer les populations d'une île, par exemple, qui se retrouvent prisonniers d'une île ici, puis les populations d'une autre île ici qui se retrouvent prisonniers. Puis s'il n'y a plus d'échange d'allèles entre les deux, ben, les deux populations deviennent isolées et, comme on va le voir, vont pouvoir se différencier parce que les allèles qu'on retrouve ici ben, ne peuvent plus se promener dans l'autre groupe, dans l'autre population. Donc, encore là, l'idée ici, c'est que ici, c'est comme si on a le présent avec des espèces qui se ressemblent plus ou moins. Et si on recule, on était capable de voyager dans le temps puis d'aller dans le passé, mais on réaliserait que certaines espèces, par exemple celle-là ici, partagent un ancêtre commun qui est plus récent que si on prenait par exemple cette espèce-là ici avec cette espèce-là ici. Eux, là, si on suit leur ligne, là, leur ancêtre commun aurait vécu il y a plus longtemps. Donc si on faisait une ligne du temps, comme ça, je vais faire un vrai crayon ici, là, on aurait le temps ici comme ça. Et là, ici, on aurait peut-être 1 million d'années, par exemple. Ici, 2 millions d'années, 3, 4 millions d'années. Je donne les chiffres au hasard comme ça, là, mais c'est pour vous représenter l'idée que ces deux espèces-là qui mangent des fruits, qui ont des becs semblables, quoique une est plus petite. Donc, il y a une modification dans les descendances de ces organismes-là
à partir d'un ancêtre commun qui aurait vécu il y a environ 1 million d'années. Maintenant, si on s'intéresse à comparer cet oiseau-là avec cet oiseau-là, ben leur ancêtre commun se retrouve ici il y a 2 millions d'années. Puis un des constats, c'est qu'on peut prendre tous ces oiseaux-là, puis retracer leur ancêtre commun jusqu'à un ancêtre commun qui a vécu il y a peut-être 15 millions d'années. Donc, de cet ancêtre-là serait aurait divergé différentes lignées d'espèces qui se retrouvent aujourd'hui avec des représentants qui témoignent d'un processus temporel très long. Je te rappelle, c'est la première idée de Darwin. Ça prend du temps là, dans le système pour être capable d'expliquer ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Puis au moment où Darwin vivait, les gens pensaient que le temps était long, mais pas tant que ça. Et on n'en avait pas une idée. Si on prend une interprétation biblique littérale là, de la Bible, on estime que c'est environ 6000 ans là, l'histoire de la Terre. Mais aujourd'hui, on a plusieurs évidences, notamment en datant avec des isotopes radioactifs, que la Terre est plus ancienne que ça, puis l'univers est daté d'environ 14 milliards d'années par différentes évidences. Donc, première idée de Darwin, là, le temps pourrait expliquer... donc, il a révolutionné l'idée d'une Terre jeune, c'est ce que ça veut dire. La Terre n'est pas si jeune que ça. Et peuplée d'espèces immuables, ben, les gens pensaient que les espèces étaient telles quelles, puis qu'elles ne changeaient pas, puis qu'elles avaient toujours été comme ça. Mais lui, son idée, on vient de la voir, là, c'est dans l'idée que les espèces sont apparentées entre elles. Puis que si on recule dans le temps, on n'aurait pas les mêmes espèces qu'aujourd'hui, on aurait leurs ancêtres. Puis si on s'imagine qu'aujourd'hui, on prend une photo des espèces aujourd'hui, puis qu'on revient dans 2 millions d'années plus tard, là, si on pouvait voyager dans le futur, dans 2 millions d'années, ben les espèces n'auraient pas exactement les mêmes apparences qu'aujourd'hui, à cause de différents mécanismes qu'on va étudier un petit peu plus tard. Donc, Darwin a bâti sa théorie en s'inspirant de la thèse de l'uniformitarisme. C'est pas un mot très important, c'est plus le concept du temps ici, là, qui différait de la thèse du catastrophisme. Donc, dans ce temps-là, dans son temps, les gens avaient plus une vision catastrophiste qui disait que les changements qu'on peut observer chez des organismes vivants étaient causés par des catastrophes géologiques très, très importantes dans un passé qui n'avait plus cours aujourd'hui. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que pour expliquer là, la disparition de ces fossiles, des espèces dans les registres fossiles, ben, les gens pensaient que c'est parce qu'il y avait eu des grandes catastrophes dans le passé, puis que ces espèces-là étaient disparues, mais aujourd'hui, les espèces qu'on retrouve, elles, sont chanceuses, elles ont réussi à éviter ces catastrophes-là. Donc, si on trouve des fossiles de dinosaures, par exemple, puis que là, il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui, ben, c'est parce qu'ils ont été effacés par une catastrophe. Mais les espèces ne changent pas dans le temps. C'était l'idée du catastrophisme. Alors que l'uniformitarisme, qu'est-ce que ça veut dire l'uniformitarisme? C'est plutôt que les processus géologiques qui ont lieu aujourd'hui, comme la sédimentation, les tremblements de terre, les glissements de terrain, tous les processus géologiques qui modifient le paysage, ben, se déroulent à une vitesse parfois rapide, comme une explosion volcanique, parfois plus lente. Mais donc, l'uniformitarisme, ce que ça suggère, c'est que les actions qui sont à l'œuvre aujourd'hui ont toujours été à l'œuvre. Et ces phénomènes-là ont eu des impacts sur les organismes vivants du passé, ont des impacts sur les organismes vivants du présent et vont continuer à avoir des impacts sur les organismes du futur. Donc, le concept 22.1, là, c'est sûr qu'on aborde l'idée d'ascendance commune par sélection naturelle, unité, diversité, mais la grande idée ici, c'est de voir que Darwin, il a modifié la notion du temps dans sa vision du monde puis de la nature. Donc, on va aller voir ça ici. Donc, c'est ça. Lui, donc
la ligne du temps, c'est bon. Ça, ici, on va pas l'aborder tout de suite. Ça, on l'a vu. Puis, donc, tu vois, ça, c'est un gribouillis dans un de ses dessins où est-ce qu'il se dit, ben, tu sais, si des espèces qu'on observe aujourd'hui sont reliées par un ancêtre relativement lointain, ben, on peut reculer à un ancêtre encore plus lointain qui, lui, est lié à d'autres espèces qu'on retrouve aujourd'hui. Puis, toutes les espèces sont liées entre elles éventuellement. C'était son idée. Puis, tu vois, si on s'intéresse à une autre représentation d'organismes ici comme ça, entre des différentes espèces qui comprennent ben, les éléphants, les mammouths, qui se ressemblent, donc il y a une unité dans la vie, mais il y a aussi une diversité. On peut aller jusqu'aux lamantins, qui sont comme des gros mammifères aquatiques, et les iracoïdes, tu vois, je connais pas vraiment cet organisme-là. Donc ici, c'est comme un arbre généalogique entre ces espèces, qu'on appelle en fait un arbre phylogénétique entre les espèces. Donc il retrace plutôt les patrons de filiation entre les espèces, non pas entre les familles. Là. Fait que donc, on a ici le présent. OK? Puis si on recule comme ça, on s'en va dans le passé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains organismes qui n'ont pas survécu jusqu'au présent. Ils se sont éteints pour une raison ou pour une autre qu'on examinera plus tard. Donc, tu vois ici, on avait une espèce d'organisme qui n'avait pas l'air d'avoir trop de yeux. Un organisme qui lui ressemble un peu. Pourquoi? Parce que leur ancêtre commun était relativement récent dans le temps, mais qui est disparu lui aussi. Le mammouth est disparu, il y a moins longtemps, mais il est disparu. D'ailleurs, on le retrouverait dans une strate géologique fossile plus récente que ces organismes-là. Et finalement, donc, plusieurs s'éteignent, tu vois, mais certains, persistent jusqu'à aujourd'hui et eux sont encore vivants. Et là, comme on le sait, plusieurs espèces sont menacées d'extinction aujourd'hui. On pourrait s'attendre, si on revient dans 1 million d'années, à ce que l'éléphant d'Afrique, par exemple, soit disparu. Donc, ici, on aurait... c'est ça. Donc, si on s'intéressait cette figure-là retrace les degrés de parenté entre les espèces, puis on a même une datation là, pour savoir à quand remontent ces divergences entre les espèces. OK, on serait rendu à cocher 22.1. Donc l'idée, je te rappelle ici, c'est principalement la question du temps, puis que des espèces peuvent être apparentées entre elles. Mais en fait, c'est vraiment dans 22.2 qu'on va raffiner ce concept-là. Là. Donc, la descendance avec modification par sélection naturelle explique les adaptations des organismes vivants ainsi que l'unité et la diversité de la vie. Un des phénomènes qui a mis Darwin sur la piste de la sélection naturelle, c'est la sélection artificielle. La sélection artificielle, c'est quand les humains procèdent à des croisements entre des organismes, que ce soit des animaux pour fabriquer des lignées de super chevaux, ou de super vaches, ou de super chiens, ou de super brocolis pour les végétaux, ou de choux. Donc tu vois, à partir d'une plante sauvage qu'on retrouve dans la nature, c'était documenté que les humains avaient développé différents cultivars, par exemple. Donc, pour faire du chou kale, du chou de Bruxelles, du chou vert, comme ça, ou du chou cavalier plutôt, je pense, du brocoli, puis du chou rave. Donc, à partir d'une espèce, si le cultivateur sélectionne, par exemple, la plante qui a les plus gros fruits, à chaque génération, ce qui se trouve à faire, c'est de sélectionner les allèles qui vont produire des gros fruits, par exemple. Et de génération en génération, assez rapidement, en fait, les humains sont capables, par sélection artificielle, d'obtenir des tomates super rouges, super grosses ou des choux cavaliers merveilleux. Donc, l'humain effectue un travail de sélection où est-ce qu'il choisit les allèles, dans le fond, qui sont passés d'une génération à l'autre.
Donc Darwin s'est imaginé que la nature pouvait possiblement procéder comme ça de façon sans intervenir de façon consciente. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, ou tiens, je vais te montrer plutôt cette figure-là ici. Qu'est-ce qui arrive si on a une population d'insectes ici, avec des variations héréditaires causées par des allèles, donc des blancs puis des foncés. Hein? Comme ça pourrait être un allèle homozygote récessif, ici, comme ça, là. Puis des plus foncés. Qu'est-ce qui arrive si un oiseau débarque dans cet environnement-là? Puis un nouvel oiseau, là, disons qu'une tempête là, a apporté par le vent une famille d'oiseaux là, qui arrivent dans un nouveau pâturage. C'est un accident de la nature. Puis les oiseaux débarquent, puis waouh, il y a plein d'insectes qui sont pas mangés par personne ici, là, puis qui se reproduisaient allègrement avec leurs allèles pâles et foncés. Dans ce milieu-là, il se trouve que les individus pâles paraissent davantage, sont moins bien camouflés. Et l'oiseau les voit mieux. Et mange préférentiellement ces insectes-là en premier. Mais qu'est-ce que ça se trouve à être? Ça se trouve à être une sélection contre les allèles de couleur pâle. Donc, tous ceux-là, s'ils meurent, puis ils ne passent pas les allèles pâles à la prochaine génération, mais qu'est-ce qui va se passer? Les survivants vont se reproduire, puis en peu de temps, on va avoir une population beaucoup plus foncée. Pas parce que la population veut se sauver de l'oiseau prédateur. Pas parce que les individus pâles se transforment en individus plus foncés. Parce que les allèles pâles sont disparus de la circulation génétique. Ont été exterminés. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste des allèles foncés. Les survivants, ils se reproduisent avec ce qu'ils ont. Ça se trouve être des allèles foncés. Et il se trouve que ça rend le travail de l'oiseau plus difficile pour aller chasser ces insectes-là. Et là, peut-être que l'oiseau, lui, ici, va avoir la difficulté à nourrir sa famille et la petite famille va vouloir déménager ailleurs ou éventuellement mourir. Donc, tu vois ici, c'est comme si nos insectes se sont adaptés. En fait, c'est la population d'insectes qui a été changée entre ici et là. Si on allait observer les rapports phénotypiques ici et là, ils seraient différents parce que les rapports génotypiques seraient différents également. Donc, voilà ici, l'adaptation évolutive, ça dit que on est capable de transformer beaucoup de structures biologiques à partir de ce mécanisme-là de sélection naturelle. On va aller voir qu'est-ce que ça dit, notre concept clé. Donc, c'est grâce aux observations et aux connaissances acquises durant son expédition autour du monde que Darwin a montré que de nouvelles espèces dérivent d'espèces ancestrales par l'accumulation graduelle d'adaptations. Après son retour en Angleterre, il a précisé la théorie de l'évolution qu'il a publiée en 1859. Donc, là, une des difficultés dans la compréhension de cette théorie-là, c'est que, pour tout de suite, là, je t'ai présenté un changement de génération, d'une génération à l'autre, là, avec cette image-là ici, là. Donc, ici, on s'entend, là, c'est en 2 ou 3 générations. Donc, le groupe l'espèce qui est ici, là, cette population-là, c'est la même espèce que là. Il n'y a pas eu une nouvelle espèce là, qui a été fabriquée entre là et là. C'est juste la population qui a évolué. Donc, il y a eu des changements, mais c'est la même espèce. Il n'y a pas fabrication d'une nouvelle espèce tout à coup en 3 ans. Là. Mais, donc, ce qu'on va voir, c'est que pour qu'il y ait la fabrication de nouvelles espèces, la spéciation, la théorie de Darwin procède selon ce mécanisme-là de changement de génération en génération, mais sur de grandes échelles temporelles, de beaucoup plus grandes échelles temporelles. Donc, on revient un peu là, à nos arbres phylogénétiques là, qu'on avait ici, par exemple. Donc, autrement dit, si on s'intéresse aux modifications d'une population de quelques générations, on va s'intéresser à une portion très restreinte. Puis là, ici, on est toujours dans la même espèce, là. Mais ce qu'on va voir plus tard, c'est que si on étire ce concept-là sur beaucoup plus longtemps, il y a des nouvelles espèces qui peuvent apparaître. Donc,
OK. Même chose ici. OK, ça c'est bon. OK. Fait qu'on a terminé pas mal avec le chapitre. Les images du chapitre 1. On parle de sélection artificielle, mais la sélection naturelle, si on vient au coccinelle ici, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de la variation. Il y a des coccinelles plus rouges foncés, il y en a peut-être des plus rapides, il y en a peut-être des plus intelligentes, il y en a peut-être... il y a plein de variations cachées par la variation génétique qui est sous-jacente dans cette population-là. Et là, si tu places cette population-là devant un défi écologique, un défi environnemental, ben, il y a fort à parier que c'est pas tous les individus qui vont survivre de la même manière. Si c'est avantageux d'être rouge foncé, ben, ces individus-là vont être sélectionnés. Mais les individus pâles vont être exclus, vont être désavantagés, en fait, qu'on dit. Donc, voyons voir en fait comment Darwin présentait ça ici. On va revenir plus tard. Donc, l'évolution, son explication, c'est que l'évolution se fait par sélection naturelle. C'est le fameux concept. Donc, voici la sélection naturelle, c'est quoi le concept derrière ça. C'est 2 observations, puis ça amène 2 inférences. Donc, la première observation, c'est qu'il existe des variations héréditaires au sein d'une population. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, comme avec nos coccinelles, il y a une variation phénotypique, puis cette variation phénotypique, donc des individus foncés, des individus pâles. Cette variation phénotypique, elle s'explique par une composante génétique. Darwin n'avait pas les théories de Mendel, n'avait aucune idée des gènes de l'ADN, mais il a compris qu'il y avait un caractère héréditaire, que les parents pouvaient transmettre à leurs enfants. Donc, imagine qu'ici, on a un papa coccinelle, maman coccinelle, ou papa coccinelle, maman coccinelle, puis ça, c'est leur bébé coccinelle. Si on observe, ils vont ressembler à leurs parents, hein? Ils sont plus foncés, alors qu'ici, on a une petite famille de pâles, par exemple. Mais pourquoi? Parce que les parents transmettent par la reproduction sexuée leurs allèles à leurs enfants. On a tout étudié ça là ensemble. Donc, les organismes produisent une descendance plus nombreuse que celle que peut soutenir l'environnement. C'est une autre observation qu'on peut voir ici aussi. La plupart des espèces là, vont avoir une grande reproduction, vont produire beaucoup de rejetons. C'est vrai pour les plantes, les insectes, puis une grande quantité d'animaux. Donc, on produit beaucoup de bébés parce puis beaucoup par rapport à la capacité de support du milieu. Donc, il n'y a pas suffisamment de ressources pour soutenir tous ces individus-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y en a qui vont se faire manger par des oiseaux. Il y en a qui vont échouer au défi de la vie, qui vont geler en hiver quand il va y avoir une tempête. Donc, si les organismes vivants étaient économes dans leur reproduction, ben, ils courraient un risque, c'est-à-dire de se faire éradiquer complètement par la prochaine tempête de neige. Et là, dans le fond, ça va donner quoi? Ça va donner des choses comme ça ici. Si on n'est pas capable de laisser de descendants dans la nature, ben, c'est une extinction, puis c'est un échec sur le plan biologique. Donc, les observations, il y a des variations héréditaires. Les organismes laissent beaucoup plus de descendants que la quantité qui est capable de survivre. Ben, les inférences, c'est que ça va être les individus qui sont bien adaptés à leur environnement, qui vont tendre à avoir une descendance plus nombreuse que les autres. Donc, la survie n'est pas équitable entre tous. Il y a une survie différentielle selon les composantes génétiques et phénotypiques. Là. Si on disait tantôt, selon l'environnement, puis on peut s'imaginer que l'environnement change, comme si par exemple un prédateur arrive ici, ben peut-être que là tout à coup, lui, il va avoir plus de facilité à voir les coccinelles foncées, puis c'est elles qui vont disparaître. Ou si c'est un parasite, comme un virus qui débarque dans la population de coccinelles. Puis là, tout à coup, c'est pas la couleur, mais c'est le système immunitaire qui détermine la survie différentielle. Ben, encore là, tu vois, c'est l'idée que les individus étant donné qu'il y a des variations, mais les individus ne sont pas tous égaux devant la survie
et ils vont avoir, ceux qui sont bien adaptés à un défi environnemental, vont avoir tendance à laisser plus de descendants que les autres. Ce qui fait qu'avec le temps, on revient avec l'idée du temps, les caractères favorables vont s'accumuler dans la population. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que si on faisait un axe du temps ici, comme ça, OK? Puis là, on avait, par exemple, la couleur foncée, puis la couleur claire. Là, c'est la misère à l'écrire, là. Mais disons qu'on part avec une population là, qu'il y a autant de foncé puis de clair. Puis là, tout à coup, là, il y a un prédateur qui arrive là, qui favorise là, la survie des foncés parce qu'il mange tous les clairs. Ben, les clairs vont disparaître. Donc, la fréquence ici là, des foncés va augmenter dans la population. Mais là, si on connaît un hiver particulièrement, un été particulièrement chaud, puis les foncés surchauffent par la suite, ben là, ça se peut que la quantité de clair augmente au détriment des foncés. Donc, le point ici, c'est qu'il n'y a pas juste un endroit, il n'y a pas un idéal clair foncé absolu là, pour cette population-là. Ça dépend de l'environnement. Puis si l'environnement change, mais ça veut dire que les caractères favorables à une population peuvent changer. L'année passée, c'était peut-être d'être foncé là, qui était avantageux, puis l'année prochaine, ben, ça va peut-être être d'être clair. Donc, c'est ce que ça veut dire, les caractères favorables vont s'accumuler dans la population parce qu'il y a une survie différentielle puis une reproduction différentielle. En passant, là, je sais que concept 22, là, c'est conceptuel, mais comme je te dis, on va se rendre jusqu'à la fin du 23, puis tu vas voir en revenant sur ces idées-là, puis en faisant les exercices que je vais te proposer, ça va rentrer. Mais après ma barre, c'est quand même simple, là, l'idée de Darwin. Il y a des variations héréditaires, ça c'est assez visionnaire dans son temps. Donc les parents ressemblent aux enfants. Il y a beaucoup plus d'enfants qui sont produits en général dans la nature parce que c'est une stratégie payante pour les organismes vivants, étant donné qu'il va y avoir de la mortalité dans la nature. C'est la triste réalité. Là. Il va y en avoir qui ne réussiront pas à se reproduire. Donc, une des stratégies classiques, c'est de produire beaucoup d'enfants, beaucoup de rejetons. Mais ceci dit, sachant qu'il y a une survie différentielle, ben ceux qui sont sélectionnés, soit par une force adaptative comme ça ici, ou même par le fait du hasard, comme on va le voir plus tard, vont entraîner une modification des populations au fil du temps. Donc, ta population peut devenir foncée, claire, retourner à foncé, se stabiliser ici comme ça, revenir, selon les défis environnementaux. OK, dernier concept. Une somme considérable de données scientifiques atteste l'évolution. Donc, on va lire ça, puis on va aller voir les figures, puis on va en voir plusieurs exemples, surtout dans le chapitre 23, donc on ne s'étirera pas énormément plus que ça. Là, mais donc, plusieurs études, des chercheurs ont observé directement la sélection naturelle menant à l'évolution adaptative. Puis d'ailleurs, une des craintes présentement avec le coronavirus, qui est représenté ici dans ce site-là, ça s'appelle nextstrain.org. Ce qu'on voit là, c'est l'évolution du SARS-CoV-2, le virus de la COVID, en temps réel. Donc, l'ancêtre, et je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est situé, là, mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut... c'est très intéressant, là, ce site-là, mais là, malheureusement, sur l'iPad, j'ai de la difficulté à le faire loader. Là, ça prend quand même un bon ordinateur. Mais tu peux suivre l'évolution des différentes souches. Donc, on a, par exemple, dans un regroupement, là, toutes les souches nord-américaines. Ailleurs, plus loin, on a les souches européennes, les souches asiatiques. Parce que, dans le fond, quand un virus a été transplanté en Amérique du Nord, tous les descendants de ce virus-là qui sont allés contaminer des gens, sont interreliés, là... à l'ancêtre commun du premier virus qui est débarqué en Amérique du Nord, par exemple. Mais donc, chez un virus, ce qui est intéressant, c'est que le temps de génération, donc pour passer d'une génération à l'autre, est tellement rapide que c'est comme si le temps se déroulait là, en vitesse accélérée. Ce qui fait que si on observe justement une souche virale au Québec,
ben, on peut la relier à une souche virale européenne. Les plus près, ce qu'on a su, c'est qu'à New York, puis au Canada, même dans l'ouest du Canada, on a eu beaucoup plus de liens avec l'Europe qu'avec la Chine, en fait. Donc, quand Donald Trump se vante d'avoir fermé la Chine rapidement, ben en fait, c'est beaucoup par l'Europe qu'est rentré le coronavirus en ce qui nous concerne, particulièrement dans notre coin du pays. Là. Donc, on va revoir d'autres exemples, mais il est possible d'observer la sélection naturelle en temps réel, puis on va en voir des exemples. Autre évidence, les organismes présentent des caractéristiques communes en raison de leur ascendance commune. On va parler d'homologie, je reviens là-dessus dans un instant. Ou parce que la sélection naturelle produit des effets similaires chez des espèces qui évoluent de façon indépendante dans des environnements similaires. On va parler d'évolution convergente. On va lire encore, là, je sais que c'est un peu étourdissant, mais dans un moment, on va aller voir des images, puis on va placer tout ça. Donc, les archives fossiles démontrent que les organismes du passé lointain différaient des organismes actuels, que plusieurs espèces se sont éteintes et que l'évolution des espèces se fait sur de longues périodes de temps. Donc, les archives fossiles documentent l'origine des principaux groupes d'organismes. Donc, ça va conclure le thème 22. Mais si on va voir, ok. Donc, prenons un exemple ici là, pour placer tout ça. On a 2 exemples de menthe religieuse. Ou c'est peut-être pas la menthe religieuse, là, c'est la menthe fleur, puis la menthe feuille. Donc, je sais pas si vous le voyez, là, on a l'insecte qui est ici, comme ça, sa tête est là, puis elle a des pattes. Puis là, on a un autre son corps est là, ses yeux sont là, elle a ses pattes ici comme ça, puis ses pattes ici comme ça. Donc, ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une évolution adaptative. Les espèces se ressemblent. Il y a une unité dans le vivant. Pourquoi? Parce qu'on peut présumer, si on faisait la comparaison des gènes entre ces 2 individus-là, les gènes se ressemblent beaucoup, ils partagent des allèles. Parce qu'ils découlent d'un ancêtre commun qui a vécu relativement récemment, si on comparait ces insectes-là avec un moustique, par exemple. Donc, il y a une unité, il y a une ressemblance, mais il y a aussi une diversité. Il y a des différences entre ces 2 espèces-là. Bon, qui est très apparente phénotypiquement, mais qui pourrait, si on avait des yeux magiques, là, a une composante génétique. Ils ont des allèles différents. Ils ont des allèles de la couleur rose ici, puis des allèles de la couleur brune ici. Donc, comment expliquer cette divergence-là, cette différence-là entre les deux? Ben, ils ne sont pas du tout dans le même environnement. On a ici un insecte qui est en Malaisie, puis un autre qui est en Indonésie. Et donc, ils ont été séparés il y a un bout de temps, qui ne vivent plus sur les mêmes îles, sont plus capables de se rejoindre puis d'échanger, de se reproduire. Là. C'est trop loin, ils ne sont pas capables de voyager. Là. Mais dans le lointain passé, ces îles-là étaient possiblement connectées et leur ancêtre par la suite s'est dispersé sur 2 îles différentes. Et donc, ces descendants-là ici se sont retrouvés dans un environnement plus feuillu, puis ici dans un environnement plus fleuri. Ils ont eu un avantage à se camoufler de cette façon-là ici pour s'échapper de la prédation. Et donc les allèles qui n'étaient pas détruits par la prédation persistant dans leur lignée ont eu tendance à augmenter en nombre et à se stabiliser dans cette population-là pour nous donner une espèce brune camouflée dans les feuilles. Puis tu comprends qu'ici, ben, les prédateurs ont de la difficulté à voir cette espèce-là dans les fleurs. Donc, c'est les allèles couleur rose qui ont été sélectionnés ici. Sélection naturelle. Ça ici, on va le tasser. Ouais, ça c'est un peu compliqué. Même chose ici comme ça. OK. Si on va voir d'autres différences et ressemblances, ben, on a ici un bras et avant-bras... membre supérieur d'humain, un membre antérieur de chat, de baleine et de chauve-souris. Ce qu'on remarque, c'est que le nombre d'os est le même. Il y a une homologie. Puis ça, c'est le mot-clé là, qu'on avait noté tantôt. Homologie, c'est égal à une ressemblance
Donc, une unité héritée. Héritée là, génétiquement là, par patron héréditaire. Donc, tu vois ici, on a un numérus, un numérus, un numérus, un numérus. Si les mêmes os sont connectés, là, dans l'avant-bras, on a deux os, les humains, le radius puis l'ulna, ou le cubitus, c'est la même chose. Ben, chez le chat, tu as deux os qui sont connectés à ton numérus. Tu as deux os chez la baleine ici. Tu as deux os chez la chauve-souris. Ce sont des structures homologues. Parce que l'évolution fonctionne avec ce qu'elle a, dans le fond. Elle modifie, elle travaille à partir des structures qui sont existantes. Elle ne peut pas fabriquer des allèles de nouveau. Elle peut juste prendre les allèles qui sont existants, n'en éliminer certains qui sont défavorables et n'en sélectionner certains autres qui sont adaptatifs, qui sont favorables. Mais comme on disait tantôt, selon les environnements, donc si ici tu es dans la jungle, la savane, ici tu es dans la jungle, là tu es dans l'eau, puis là tu essaies de voler dans l'air, puis dans une caverne, ben c'est pas les mêmes environnements. Donc la survie sera pas la même là, pour les différentes stratégies phénotypiques ici. Donc encore là, il y a des homologies, mais il y a aussi des analogies. Donc les analogies, ce serait des ressemblances non héréditaires. Autrement dit, si on prend un humain, un chat, une baleine puis une chauve-souris, une autre de leurs ressemblances, c'est que ce sont des mammifères. Okay? Ils partagent un ancêtre commun duquel ces organismes-là découlent, qui a vécu il y a environ 70 millions d'années, pour votre information. Et le lien commun entre ces organismes-là, c'est qu'ils ont tous des utérus. Leur bébé se développe avec un placenta, un cordon ombilical. Les mères nourrissent leurs petits avec du lait. Et on a tous des poils, même si la baleine a des poils un peu moins apparents, ils en ont. Mais si on comparait ces organismes-là avec, par exemple, un moustique, là, je vais faire de mon mieux pour dessiner un moustique, là, avec ses ailes ici comme ça, puis ses pattes. OK. Ben, on pourrait dire, wow, il y a une ressemblance, là, on a un organisme ailé ici. Puis on a aussi un organisme ailé avec la chauve-souris. Ben, ces deux organismes-là doivent partager un ancêtre commun très récent. Là. Ils ont la même stratégie, ils ont la même structure. Ils partagent un phénotype, le phénotype de voler, puis d'avoir des ailes. D'après vous, est-ce que c'est un bon raisonnement? Ben non. Un moustique, c'est beaucoup plus différent d'une chauve-souris qu'une chauve-souris est différente d'un chat, d'une baleine ou même d'un humain. Est-ce que vous aimez mieux ressembler à une chauve-souris ou à un moustique? En fait, on est plus proche parent de la chauve-souris que du moustique. Donc, l'analogie ici, ça serait les ailes qui se ressemblent parce qu'il peut y avoir eu, ce qu'on avait vu dans le thème précédent, une évolution convergente. On va aller voir un exemple de ça dans un petit instant. Pas ici, pas là. OK. Tu vois, ici, on a deux organismes. L'écureuil volant, qu'on est allé observer en Amérique du Nord. Puis le phalangé du sucre, qui est un marsupial, qu'on est allé observer en Australie. Donc ici, tu as un marsupial, on ne voit pas, là, mais il y a une poche marsupiale. Le petit va naître de façon prématurée, puis grimper dans la poche, puis terminer son développement à cet endroit-là. Donc, vite comme ça, ces deux organismes-là se ressemblent énormément. Mais en réalité, les marsupiaux sont des lointains parents des mammifères placentaires. Donc, cet organisme-là là, partage un ancêtre commun beaucoup plus lointain que l'écureuil avec le chat, par exemple, ou avec le chien, ou avec la baleine même si ça peut paraître complètement invraisemblable. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent autant s'ils sont si lointains parents? Ben, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés pour les mêmes adaptations. Ils ont exploité un environnement
qui favorisait la présence d'espèces de membranes ici comme ça, là, sur le long de leur corps pour planer, pour occuper un espace qu'on appelle une niche écologique qui va leur permettre d'assurer leur survie puis de laisser des descendants. Donc si on va voir un exemple d'arbre phylogénétique ici, là, tu vois, on a les oiseaux, faucons, autres oiseaux, autruches. Donc les autruches sont apparentés aux oiseaux. Quand on examine génétiquement puis avec différents indices, on retrouve les crocodiles, les lézards, ici, des ancêtres communs. Éventuellement, les mammifères sont sur leur lignée ici. Les amphibiens remontent encore plus loin à ces organismes-là. Puis on a des espèces de poissons avec des poumons qui représentent là, un ancêtre, donc un lointain parent, mais auquel, si on reculait là, des millions d'années, on s'attache dans le temps à un lointain passé ici comme ça. Puis voilà, donc remarquez que les placentaires ne sont pas illustrés ici, là, mais tu vois, on pourrait prendre par exemple un oiseau ici, puis une chauve-souris en fait, qui est un mammifère, mais la chauve-souris est beaucoup plus apparentée au loup qu'à l'oiseau qui est ici. L'oiseau qui est ici est beaucoup plus apparenté à une autruche. Là, on le reconnaît par toutes sortes d'évidences scientifiques que ces organismes-là sont apparentés. Notamment des évidences génétiques, des évidences anatomiques sur le plan de la ressemblance des structures internes de ces organismes-là, mais aussi par la présence de fossiles puis d'évidences géologiques passées. Ok. On va sauter celui-là. Même chose ici, dans le fond, là. Ouais, on va sauter celui-là. Puis, ben, ça conclurait là, l'objectif 22.3. Ben là, on a passé vite, là, mais on a fait 22.2 puis 22.3. Là, pour solidifier tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des questions par rapport à ça. Puis, encore une fois, je vous rappelle, ben dans le fond, c'est ça, je vous rappelle que attendons de nous être rendus jusqu'à la fin du thème, avec les chapitres 23, le chapitre 23, pour vraiment s'inquiéter là, sur notre compréhension. Je vous invite à écouter le prochain vidéo sur le chapitre 23, puis suite à ça, on va aller faire une série d'exercices sur 22, puis une série d'exercices sur 23, avant de nous lancer dans le quiz qui nous présente exactement ce qu'il faut comprendre puis ce qu'il faut savoir sur cette matière-là. Donc, je vous laisse ici. On se retrouve pour la prochaine vidéo, chapitre 23. Bye bye!